Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de 2 conférences sur la révolution des formats impulsés par les nouveaux médias. Un cycle organisé sur 2 jours par le magazine Stratégie. Et ce matin, nous allons traiter le sujet du nouvel âge de l'audio, une thématique que nous aborderons en 2 temps. Tout d'abord, par un entretien avec le PDG et cofondateur de la plateforme Magellan, Mathieu Gallet, une interview d'une vingtaine de minutes que j'aurai le plaisir d'animer, suivie d'une séquence de questions-réponses avec vous, qui nous avez fait l'honneur de vous inscrire pour participer à cet événement. Et puis, nous enchaînerons à partir de 10 heures pour 3 quarts d'heure de table ronde avec 3 intervenants assez complémentaires, puisque nous accueillerons une représentante de l'agence Havas Media, experte dans le domaine de l'audio, en l'occurrence Fleur Toutain. À ses côtés, une représentante d'un des principaux opérateurs dans le secteur de l'audio, Spotify. Ce sera Prune Nouvion, et puis un observateur à l'expertise connue et reconnue, à savoir le journaliste Jérôme Colombin. Nous vous invitons bien sûr à réagir pendant le déroulement de ce webinaire avec le chat qui vous est ouvert pour vos commentaires et surtout vos questions. Durant la table ronde, nous essaierons de les prendre en compte au fur et à mesure de son déroulement, en tout cas pour la table ronde, et puis pour le webinaire avec Mathieu Gallet, on gardera donc un petit temps pour de questions-réponses à l'issue de l'interview que nous allons bientôt démarrer. Une interview d'une demi-heure que nous avons titré en tout cas « Les nouveaux acteurs de l'audio bousculent le paysage ». Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour Didier. Alors, ravi et honoré de vous accueillir, car vous occupez une place quand même particulière dans le paysage de l'audio, pour avoir d'abord présidé un des principaux producteurs et diffuseurs de linéaire et en délinéarisé de contenu audio, le groupe Radio France, et puis pour avoir cofondé une plateforme pionnière dans le podcast, Magellan, et puis enfin pour avoir analysé, décrypté la montée en puissance de l'audio dans l'univers numérique, dans un ouvrage au titre évocateur. Je l'ai là avec moi, je vous conseille de lire Le nouveau pouvoir de la voix, publié il y a presque un an aux éditions Débat public. Alors, Mathieu, tout d'abord, et pour partir en fait d'un fait assez récent, on observe une évolution assez paradoxale en ce moment, puisque le média de l'audio affiche des niveaux historiquement bas, et la radio a en effet pratiquement perdu 2 millions d'auditeurs au premier trimestre 2021 par rapport à la période janvier-mars 2020. Et puis pourtant, on n'a jamais autant parlé de l'audio. Quelle analyse en faites-vous ? J'en fais l'analyse que l'audio a pris et prend de plus en plus de place dans nos vies parce que les technologies le permettent. Ça s'est fait, ce que je dis dans Le nouveau pouvoir de la voix, à bas bruit depuis plusieurs années avec la révolution des enceintes intelligentes, des enceintes connectées, avec l'arrivée de tout un tas de fonctionnalités qui se sont développées sur les différentes plateformes de communication. On pense à WhatsApp, on pense aussi aux fonctionnalités audio sur Instagram, sur Snapchat, toutes choses qui finalement n'ont pas été très mises en avant pendant longtemps, mais qui ont connu et connaissent aujourd'hui un véritable engouement de l'usage. Et finalement, ce sont les utilisateurs qui se sont appropriés ces nouvelles technologies sans qu'on en fasse la publicité avec tambour et trompettes. Donc oui, l'audio aujourd'hui prend plus de place dans nos vies, dans la voiture aussi. On peut aujourd'hui passer des ordres. Si vous avez des voitures assez récentes, dicter vos SMS, écouter les SMS que vous recevez sans avoir dangereusement à attraper votre portable pendant que vous conduisez. Toutes ces choses qui en fait rendent la vie plus pratique et plus facile. Et en fait, l'audio, la voix, c'est ça. C'est pratique, c'est facile d'usage, c'est peu coûteux. On va en parler aussi, puisqu'on parle de contenu aussi ce matin. Et en parallèle, c'est vrai qu'on avait pensé que l'audio, c'était la radio et seulement la radio. Et c'est vrai que la radio est un média maintenant ancien, bientôt 100 ans d'existence. C'est le centenaire d'ailleurs cette année, je crois. Voilà, donc des premières diffusions, si on pense à la création de la BBC, effectivement, qui va fêter ses 100 ans, je crois, l'année prochaine. Donc, c'est un vieux média mature, très présent dans nos vies, mais qui aujourd'hui se retrouve bousculé
par les changements d'habitude. Et donc, à la fin, c'est toujours les utilisateurs qui ont raison. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui explique le boom de l'audio, c'est à la fois ce que je vous disais, les utilisateurs qui sont emparés des nouvelles fonctionnalités rendues possibles par les technologies. Et d'un autre côté, c'est aussi peut-être le fait que les utilisateurs se détournent de la radio traditionnelle parce que la radio a arrêté quelque part d'écouter ces auditeurs, et donc les auditeurs sont en train d'arrêter d'écouter la radio, en tout cas ils sont moins nombreux. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le récit de l'aventure Magellan, hein, cette plateforme que vous avez lancée il y a maintenant 2 ans, puisque c'était à l'été 2019. Et puis d'abord, peut-être vous replonger, je vais vous demander de faire un exercice de mémoire, vous replonger dans le constat que vous faisiez au départ, que vous aviez dressé. C'est un constat qui vient de plus longtemps, vous l'avez dit. J'ai présidé Radio France de 2014 à 2018 et j'avais amené mon équipe de direction faire un voyage d'études de 4-5 jours entre la Silicon Valley et Seattle à l'hiver 2017 pour justement se confronter à toutes ces innovations qui étaient en train d'émerger. C'est pour ça qu'on était allé à Seattle, puisque c'est le siège d'Amazon, et on avait été reçu à ce moment-là, et on avait vu déjà les prémices de Alexa et de la première, effectivement, de la première toute petite enceinte connectée d'Alexa. Et c'est vrai qu'en rentrant de ce voyage, j'ai dit à mon équipe, et voyez, l'audio, c'est l'avenir. En fait, on est dans l'avenir, parce que je pense que la radio a vraiment un avenir dans tout ça, on pourra en reparler. Et donc, j'ai dit, l'audio a un avenir, mais en fait, ce qu'on voyait, c'est que ce sont les plateformes qui décident aujourd'hui. Et en fait, pourquoi les plateformes décident? Parce qu'elles donnent le pouvoir aux utilisateurs. Et c'est vraiment ça qui m'avait marqué lors de ce voyage en Californie et à Seattle. Et en rentrant, j'ai dit, ben voilà, il faut qu'on mette le paquet, notamment sur les podcasts originaux et pas seulement une vision replay du podcast qui marche toujours très bien et qui montre effectivement que les gens sont friands de pouvoir eux-mêmes consommer ces contenus quand ils le veulent, où ils le veulent, de la façon dont ils le veulent. Mais il fallait aller plus loin et en fait passer du côté de la production de nouveaux contenus. Il y avait quelques déjà studios qui s'étaient créés. Je pense à Binge Audio, je pense à Louis Media, qui étaient des pionniers. Et donc, on a pris ce créneau. Et quand je suis parti en 2018 de Radio France, c'est vrai que très vite, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Il manque en fait un système, une solution facile pour pouvoir découvrir tous ces contenus audio qui sont de plus en plus nombreux, mais qu'on a du mal à découvrir. C'est comme ça qu'en fait l'aventure a commencé avec Magellan. J'ai rencontré mon cofondateur Arthur Perticos, qui lui a déjà une expérience d'entrepreneur. Et on a comme ça, voilà, commencé notre première levée de fonds fin 2018. Et vous l'avez dit, en juin 2019, on a lancé la plateforme. Au départ, sur un modèle freemium qui faisait l'agrégation des podcasts gratuits et qui donnait accès à des contenus originaux produits dans nos studios qui, eux, étaient accessibles par l'abonnement. Au bout de 6 mois, on a vu en fait que l'engouement, il était du côté effectivement de ces contenus originaux, parce que je pense que vraiment dans ce monde aujourd'hui du digital, c'est quand même le contenu qui est roi, et encore plus, on le voit chaque jour dans l'actualité. On voit ces derniers jours les résultats un peu décevants de Netflix ou de Disney qui sont liés au fait qu'il n'y a pas eu de contenu très fort qui sont sortis. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans cet univers de la culture et des contenus, c'est quand même le contenu qui drive tout, qui drive votre concurrence. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de devenir à l'été 2020 100% contenus originaux et 100% effectivement sur un modèle par abonnement. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on voit en effet que les contenus font vraiment la différence. Par rapport à ces contenus et l'approche que vous avez pu en avoir, on se rend compte également que vous étiez peut-être dans une démarche assez généraliste au départ, à vouloir multithématique, c'est vous qui nous le direz, pour progressivement vous recentrer sur quelque chose qui est peut-être plus personnel, qui est peut-être, est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs, vous n'êtes pas l'opérateur presque de l'accompagnement personnel, de l'accompagnement des auditeurs, ou est-ce qu'on appelait ça auditeurs d'ailleurs, ou audinotes, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça effectivement des utilisateurs, des membres, puisqu'il y a quand même aussi l'idée de participer à une aventure. C'est vrai qu'on a commencé sur quelque chose qui était beaucoup plus large et qu'on a décidé 6 mois après d'être focus, puisque
on avait voilà, une concurrence qui devenait de plus en plus présente. Quand vous êtes une start-up, vous êtes obligé effectivement de faire des choix, quitte à ensuite réélargir votre champ une fois que la croissance est là. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, notre conviction, et elle n'a pas changé depuis le début, c'est que l'audio peut aider à changer votre vie. Comment? Parce que tous les jours, vous allez pouvoir apprendre des choses grâce à l'audio, parce que l'audio a cette capacité à se glisser dans des moments de la journée où vous n'êtes pas en train de regarder des vidéos, vous n'êtes pas en train de lire, vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Vous pouvez être devant votre ordinateur et en même temps écouter quelque chose. Et donc, il y a ce côté multitasking, ce côté accompagnement qui fait que, voilà, on a cette conviction que l'audio peut vous aider chaque jour à apprendre. Nous, on a fait le choix pour ça de faire des formats assez courts chez Magellan. C'est pour ça que vraiment notre promesse, c'est d'apprendre en 15 minutes chaque jour. 15 minutes, c'est le temps d'un épisode, d'un chapitre d'une série de Magellan, où c'est le temps effectivement que durent tous nos nouveaux programmes qui s'appellent les Daily Shots, qui, comme son nom l'indique, sont des programmes qui sortent tous les jours du lundi au vendredi et qui font 15 minutes maximum et qui vont vous résumer une grande problématique, des problématiques contemporaines, par exemple, voilà, des problématiques liées à l'expression orale, des problématiques liées à l'acceptation de soi, des choses comme ça, où on va chercher des sources qui peuvent être un livre, qui peuvent être une conférence, qui peuvent être un article de revue qu'on vous résume en 15 minutes pour vraiment faire gagner du temps et ne pas en faire perdre. Parce que notre vrai risque, nous, c'est de se retrouver confrontés à la concurrence des très gros acteurs qui sont ceux du jeu vidéo, qui sont ceux des séries, de la télévision. Voilà, nous, on doit se glisser entre ces moments-là. Et c'est aussi, je pense, la force de l'audio de pouvoir se glisser entre ces moments-là. Juste une petite précision, je vois là sur les commentaires des gens qui demandent, qui entendent des bruits de travaux. Je suis désolé, mais vous savez que les terrasses rouvrent demain et en bas de chez moi. C'est chez toi, voilà. Je n'ai pas de café, mais en bas de chez moi, il y a des travaux de terrasse qui sont en train de se monter. Donc, je couperai le micro de temps à autre. Désolé, en tout cas, pour cette perturbation. Mathieu, par rapport à ces contenus, justement, est-ce qu'il y a des territoires un peu de prédilection quand même? Est-ce qu'on ne découvre pas avec l'audio des thématiques des territoires qui n'ont peut-être pas été tant explorés que ça par les autres médias ou par la radio, qui aujourd'hui sont davantage investis par ces nouveaux formats? Alors, tous les formats liés à tout ce qui est la psychologie. Oui, je pense que c'est un territoire où aujourd'hui le livre est très fort. Il suffit d'aller dans les rayons de la Fnac pour voir aujourd'hui vraiment le nombre de livres qui sortent chaque mois et le succès qu'ils rencontrent aussi dans les ventes. Donc tout ce qui est lié à la psychologie, au développement personnel. On voit le succès aussi des applications de méditation, et la méditation comme Petit Bambou, comme Calm, White Space, c'est aussi de l'audio. Nous, on a toujours vu l'audio comme un ensemble. Voilà, le podcast est une partie de l'audio, notamment une partie qui est assez média, liée aux médias. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anciens journalistes ou de journalistes qui sont présents dans ce champ du podcast, mais on a toujours eu chez Magellan ce regard sur l'audio en général, sur le livre audio, sur les applis de méditation, sur cette notion d'apprentissage en fait, parce qu'on apprend grâce à l'audio. Donc oui, tout ce qui est psychologie, développement personnel, tout ce qui est le développement des compétences aussi, des nouvelles compétences qu'on appelle les soft skills. On a vu avec la période du Covid combien nos vies ont été quand même bousculées dans la façon de travailler, notamment avec le télétravail, notamment avec cette problématique aujourd'hui de se réinventer, de développer de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, ce qu'on appelle les compétences humaines. Et tout ça, effectivement, est très bien traité dans le livre, mais en vidéo, il y a peu de choses. Il y a des choses sur YouTube, mais bon, c'est toujours le problème sur YouTube. Il y a vraiment une hétérogénéité de qualité. Et je pense qu'effectivement, dans l'audio, il y a vraiment un secteur, et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller sur ce segment très porteur aujourd'hui. Vous avez tout à l'heure expliqué que, grosso modo, il ne fallait pas que les abonnés, les auditeurs perdent du temps avec vous. Et vous avez parlé de ce format 15 minutes. Est-ce qu'il y a toujours cette attention sur les contenus? Est-ce qu'il y a justement des formats idéaux? Est-ce qu'il vaut mieux être bref et concis et aller à l'essentiel? Ou est-ce que le contenu audio permet d'aller parfois de pouvoir prendre aussi le temps?
Les deux, mon capitaine. Je pense qu'effectivement, certaines personnes vont vouloir optimiser leur journée et voilà, 15 minutes, c'est le temps d'un trajet pour aller au bureau. Ou si vous avez 2 fois 15 minutes, bah, vous écoutez 2 épisodes. Nous, on voit en tout cas que dans les taux de complétion qu'on suit beaucoup de nos contenus, que dès que vous dépassez 20 minutes, voilà, le taux d'écoute a quand même tendance à baisser. Donc c'est pour ça qu'on a appris, hein, grâce aux data que Magellan possède et qui nous ont aujourd'hui conduit à aller vers ces formats plus courts. Et vous avez d'autres personnes et d'autres moments dans la journée où au contraire, vous allez avoir du temps. Si je prends par exemple la méditation, il y a un vrai pic d'écoute de la méditation en fin de journée, ça paraît assez logique, après 22 heures, qui vous accompagne vers l'endormissement. On voit que les questions de sommeil et de difficulté à s'endormir sont des vraies problématiques. Donc ça marche très bien comme ça, où effectivement un livre audio qui va durer 5, 6, 7 heures, va vous accompagner avec des chapitres qui sont plus longs, qui va vous accompagner toute une semaine par exemple, ou sur 2 semaines. Ça va vraiment dépendre des moments de la journée. On voit effectivement qu'il y a quand même des moments d'écoute qui sont différents entre les formats plus courts et les formats plus longs. Et est-ce que justement avec ce qu'on a connu, le phénomène qu'on a connu sur la vidéo, qui est marqué notamment, on le sait tous, sur ces plateformes de SVOD, par l'explosion des séries, est-ce qu'aujourd'hui, la série n'est pas aussi en audio un format idéal pour pouvoir justement développer un certain nombre de choses et laisser à l'abonné, à l'auditeur, la possibilité justement de sa capacité d'écoute, où beaucoup de gens là réagissent déjà, et j'interviens un peu déjà sur les questions-réponses, mais sur cette bataille de l'attention, Hmm. est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de capter l'attention par épisode que d'essayer de la garder trop longtemps? Alors moi, je pense que cette bataille de l'attention, nous, on en a conscience. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de format court. Comme je vous le disais, on va pas se confronter à Fortnite ou à Disney+ ou à Netflix. On est aujourd'hui trop petit, on a encore une marque à installer. L'usage de l'audio digital est en essor, mais part de loin. Donc on n'est pas du tout sur un marché mature comme l'est, par exemple, la vidéo à la demande. Je disais que Netflix, par exemple, il y a 340 millions d'abonnés à Netflix aux États-Unis, s'il y en a plus que du nombre d'habitants. Donc c'est un taux de pénétration qui est quand même gigantesque. Aujourd'hui, sur l'audio, on n'en est pas encore là. C'est un marché qui se développe. Et donc, se mettre en frontal avec des usages aussi installés, il faut vraiment avoir les moyens. Peut-être que Spotify pourra nous dire que lui peut s'y mettre. Sur le cas, pour répondre à votre question sur la fiction, moi j'ai un peu un doute sur la fiction parce que c'est un format qui est nouveau. Il y a peu de gens qui écoutaient de la fiction radiophonique. Enfin, alors, on en écoutait il y a très longtemps, peut-être ma grand-mère qui écoutait des dramatiques à la radio, mais aujourd'hui, il y a une offre de fiction qui est limitée à la radio, et donc il y a vraiment un usage qui est récent et qui est à faire. Et donc c'est pour ça que je pense qu'un marché qui va prendre plus de temps au niveau de la fiction radio, même s'il y a des choses magnifiques qui sont faites, honnêtement, il y a des choses très, très, très qualitatives. Est-ce que c'est d'ailleurs pas à mettre en relation avec un constat que vous faites, on en a déjà discuté, Mathieu, à certaines reprises, c'est qu'en France, le livre audio a du mal à prendre par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, notamment avec Amazon, qui est un acteur très présent sur ce marché. Alors, c'est vrai que la France est en retard sur le livre audio pour plusieurs raisons. Des raisons qui sont celles du marché, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre illimitée d'écoute de livres audio. Aujourd'hui, quand vous êtes abonné à Audible, donc la filiale d'Amazon, vous avez droit à un crédit par mois dans le cadre de votre abonnement qui coûte un peu moins de 10 euros. Il n'y a pas d'offre illimitée. Donc ça, c'est effectivement, je pense, la question du coût. La question de la durée, parce qu'effectivement, un livre audio, il faut pouvoir y consacrer du temps, comme un livre, tout simplement. Hein. Le livre, ça prend du temps à lire, même quand on lit vite. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, quand même le temps de concentration et de l'attention est de plus en plus difficile à capter. Donc, c'est aussi probablement un autre frein. Et puis, je pense qu'il y a une approche marketing qui est encore, je veux dire, assez balbutiante. Les Français ne font pas du commuting, comme on dit, comme les Américains peuvent le faire, où les Américains peuvent passer 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir de trajet pour aller
travail. Donc ça aide effectivement le livre audio à se développer. Donc je pense que c'est un peu un ensemble de questions. Je crois que l'année 2020 a été une bonne année pour le livre audio en France, et probablement ça va pousser les opérateurs dans l'édition à être peut-être à prendre plus de risques, à être plus drivé par justement cette conquête de nouveaux abonnés, parce que je pense qu'effectivement le livre audio a un très bel avenir, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été vraiment craqué, comme on dit, sur le marché, pour que en France, en tout cas, on connaisse le même succès qu'on peut le voir dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, où le marché est déjà très avancé. Alors, normalement, on devrait rentrer déjà dans le temps des questions-réponses, puisqu'il nous reste quelques minutes. Néanmoins, justement, et ça faisait partie des questions que j'ai posées, donc ils vont rebondir sur les commentaires qui sont faits. On n'a pas beaucoup parlé du modèle économique. Vous nous avez dit au départ que vous étiez sur un modèle freemium. Après, vous êtes passé à l'abonnement. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut vivre du podcast? Quel est le modèle économique adéquat? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains réagissaient très tôt dans le début de notre échange en parlant notamment de la surabondance d'abonnements. Est-ce que trop d'abonnements ne tue pas l'abonnement en fait? Et puis, quelle est la place des marques dans tout ça si on est sur du freemium, voire sur du totalement gratuit? Alors, je pense il y a deux modèles. Il y a le modèle gratuit financé par la publicité, qui peut être la publicité classique, pré-roll, mid-roll, post-roll, qui s'est bien développé en France. Il y a beaucoup de studios qui vivent aussi du brand content, donc voilà, qui produisent du contenu pour des marques. Et ça, effectivement, c'est un moyen de financer la production gratuite. Et je pense que tout ce qui est lié à l'actualité, justement, on est dans quelque chose de chaud, quelque chose de très contemporain. Il y a une vraie place pour ce marché. Et puis de l'autre, il y a le marché de l'abonnement, justement, où pour une promesse de contenus qui ne sont pas coupés par la publicité, ce qui est aussi, je fais un petit passage par la radio, un des problèmes aujourd'hui de l'écoute de la radio, notamment des radios commerciales, c'est cette place assez envahissante de la publicité, dans un monde où on s'est habitué à avoir de moins en moins de publicité au fur et à mesure, notamment que les abonnements à la Netflix se développent, parce que c'est quand même une des révolutions aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis et que vous vouliez regarder un film à la télévision, toutes les 10 minutes, 12 minutes, vous aviez une coupure de pub. Avec Netflix, vous avez plus de pub. Donc, un film où il vous fallait 2 heures et demie pour le regarder, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez regarder 2 épisodes d'une série sur Netflix sans être coupé. Donc, c'est aussi la force de l'abonnement, et l'arrivée notamment d'Apple, qui a annoncé il y a maintenant 15 jours qu'ils ouvraient donc dans le mois de mai, donc on y est, donc là c'est dans les semaines à venir, une offre par abonnement pour les podcasts, pour nous, effectivement, est une très bonne nouvelle. Ça montre que le leader vient sur ce marché de l'abonnement, et donc il y a une monétisation aussi. Alors, y a-t-il trop d'abonnements? Je pense que c'est le sujet, c'est comment les abonnements vivent ensemble, vivent les uns avec les autres, comment vous pouvez faire des bundles. Regardez Canal+, il y a quelques années, on disait Canal, ils sont cuits, Netflix va avoir leur peau. Finalement, Canal ne s'est jamais aussi bien porté qu'en 2020, depuis qu'effectivement, on avait un peu oublié que Canal+, certes, c'est un producteur, un éditeur, mais c'est aussi un distributeur. Et le fait que Canal distribue et Netflix et Disney+, fait qu'effectivement, il y a un vrai appétit, un vrai engouement, et que finalement, c'est pas il y a trop d'abonnements, c'est qu'en fait, il y a des abonnements qui sont regroupés parce que tout simplement, il y a une offre qui est lisible et qui est facile d'accès. Alors, il y a plein de questions qui tombent sur le modèle économique qu'on va pouvoir aborder dans la table ronde, je dis pour tout le monde. Mathieu, il y a un sujet sur lequel je voudrais vous entendre, parce que vous avez été un des premiers à informer, en tout cas à signaler qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Dans votre ouvrage, Le Nouveau pouvoir de la voix, on en a parlé tous les deux à maintes reprises, et là, depuis quelques semaines, on ne parle que de ça. C'est naturellement l'émergence des réseaux sociaux audio. On parle de Clubhouse, ça a été Clubhouse qui a initié le mouvement. Et puis on voit maintenant l'arrivée progressive des géants du numérique, Twitter, Facebook, Discord, Spotify, qui s'intéressent de plus en plus à ces possibilités d'échange, de discussion. Un phénomène d'ailleurs que vous aviez comparé au départ à la CB, à la CB dans votre livre. Quelle analyse vous portez sur cette émergence? Est-ce que c'est une vraie révolution? Et puis est-ce qu'il y a derrière un modèle économique?
Alors oui, c'est une vraie révolution. Moi, je m'étais posé la question dans le livre et je pense à un chapitre que j'ai écrit en février 2020. À quand un réseau social basé sur l'audio? Parce qu'il y a des réseaux sociaux basés sur le texte avec Twitter ou Facebook, sur l'image avec Instagram ou Pinterest, et il n'y avait rien sur l'audio. Et donc, moi, je me souvenais, gamin, de ce qu'était la CB. Alors, ça fait un peu ringard parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment que lié aux routiers, mais c'était un phénomène de société qui était quand même assez important. Et je me suis dit, mais finalement, il y a eu ce premier réseau social basé sur l'audio qui était la CB. Alors, à quand la CB à l'ère digitale? Et finalement, Clubhouse est arrivé en avril, mai 2020, a connu un succès phénoménal. Alors, on voit que ce succès c'est un peu ralenti ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que je pense que voilà, on est dans un moment de maturité déjà pour une entreprise aussi jeune, et que, pour revenir à ce que je disais un peu au début, Clubhouse doit miser sur les contenus. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. C'est sympathique au début de se retrouver sur une room un peu café du commerce. Alors, c'était bien parce qu'effectivement, on n'a pas le café du commerce depuis plusieurs mois. Donc, on pouvait écouter sur Clubhouse le Ricard en moins, les discussions des uns des autres. Mais à un moment, ça tourne quand même en rond. Et donc, les rooms intéressantes sont un peu taries. Et si Clubhouse ne permet pas effectivement à des producteurs de contenu de pouvoir rémunérer, de pouvoir se monétiser, je pense qu'effectivement, l'attention, on en revient toujours à capter l'attention va se dériver vers autre chose. Donc aujourd'hui, pour moi, Clubhouse a un sujet produit, hein, c'est-à-dire que vraiment la plateforme a besoin d'être améliorée, on découvre très peu de choses. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à découvrir des nouveaux sujets, des nouvelles rooms, moi j'ai vraiment du mal. Donc ça, c'est vraiment un problème tech. Et puis derrière, il y a le sujet des contenus, c'est-à-dire qu'effectivement, si Clubhouse ne permet pas à des influenceurs de pouvoir tenir salon sur Clubhouse avec des choses intéressantes à dire et à partager, voilà, l'attention va bien sûr baisser. Dernière question, Mathieu, le temps passe vite, je sais, il y aura plein de sujets, il y a plein de questions qui nous seront adressées, mais qu'on abordera hein, également dans la table ronde. Des questions, comme on parle beaucoup de contenu, est-ce que vous avez des conseils un peu sur la manière de produire aujourd'hui et la place encore du podcast amateur? Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'amateur dans cette vague de professionnalisation? Bien sûr qu'il y a de la place pour le podcast amateur. C'est la force de l'audio, c'est que c'est peu coûteux à produire. Aujourd'hui, il y a plein d'outils numériques qui vous permettent de faire votre montage, de faire voilà, de l'habillage par soi-même. Donc ça, c'est vraiment le côté très démocratique de l'audio, et c'est formidable que ça puisse continuer. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y aura toujours cette place-là, comme il y a des gens qui tiennent des blogs et qui n'en font pas un métier, voilà, où c'est une passion, et il y a des choses vraiment passionnantes de ce côté-là. Et puis à côté, vous avez effectivement une professionnalisation avec des studios qui, eux, vont pousser en fait le niveau de production plus loin, parce qu'ils vont se spécialiser dans telle ou telle verticale. On a parlé tout à l'heure de la fiction, il y a les programmes pour enfants. Moi, je pense qu'effectivement, tout ce qui est lié au programme pour enfants a vraiment de l'avenir dans l'audio, quand on voit les risques que les écrans représentent pour les gamins. Il y a encore des articles qui sont parus ces derniers jours. Et puis, il y a cette question effectivement de l'apprentissage. J'ai vraiment l'apprentissage au sens education américain, où avec l'audio, vous avez la capacité à apprendre d'experts, de spécialistes, ou apprendre de gens qui ont vécu des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Ce côté très horizontal aussi que permet l'audio. Donc oui, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est un marché voilà, aux infinies possibilités, qui va effectivement se segmenter avec un côté gratuit, un côté par abonnement. Regardez la télévision. La télévision, il y a toujours une télévision gratuite. On en parle beaucoup depuis ce matin, parce qu'en France, il va y avoir bientôt qu'une télévision gratuite. Et de l'autre côté, il y a les offres payantes qui se sont renforcées. Moi, je pense que d'un côté, la radio va continuer. Il faut qu'elle se réinvente. Et je pense qu'effectivement, de se penser comme une plateforme, c'est une nécessité aujourd'hui
pour les radios en mettant au cœur les utilisateurs, les auditeurs. Et puis après, il y a tout ce marché de l'audio digital qui va du livre audio à la méditation, les programmes pour enfants, qui est très large, avec toujours cette idée qu'on va accompagner les gens grâce à l'audio et qu'on va enrichir leur vie. Merci beaucoup, Mathieu Gallet. Merci à vous. Je rappelle donc notamment la sortie d'ouvrage il y a déjà un an, mais qui reste d'actualité, Le nouveau pouvoir de la voix, qui est donc sorti au mois de juin 2020, qu'on peut retrouver. Et puis naturellement, Magellan, pour un abonnement. Vous rappelez le prix de l'abonnement? 2 abonnements, soit au mois, 6,99, soit à l'année, 3,99 € par mois. D'accord. Alors, Merci. en tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez naturellement rester avec nous, si vous le souhaitez. Nous allons continuer maintenant avec la table ronde pendant 3/4 d'heure. Une table ronde donc avec une thématique qui va être au centre des échanges que vont avoir nos invités. Cette thématique, nous l'avons résumée dans une formule, c'est des podcasts au salon de discussion. Les marques donnent de la voix sur les nouveaux canaux. Donc, on va parler des marques. On va parler naturellement des contenus éditoriaux parce que les marques, généralement, accompagnent ces contenus éditoriaux. Ou tout à l'heure, Mathieu Gallet a parlé de brand content aussi. Les marques deviennent elles-mêmes progressivement aussi éditrices. On va parler de tout ça. Et pour en parler, nous avons donc en invité Fleur Toutain, qui est la responsable de l'audio de l'agence Havas Media France. Nous avons également Prune Nouvion, la directrice des ventes de Spotify pour la France et les Pays-Bas. Et puis, nous aurons également un grand spécialiste des nouvelles technologies que vous pouvez entendre sur France Info, Jérôme Colombin. Donc, tous les trois, bienvenue à vous, ravi de vous entendre et de vous avoir avec nous. Vous êtes en plus sur des profils très complémentaires, donc ça va être très intéressant de vous entendre. Je voudrais juste d'ailleurs vous poser une petite question à chacun d'entre vous pour commencer. Est-ce que vous avez un abonnement à une plateforme de streaming audio, à une plateforme de podcast? Et puis, par ailleurs, est-ce que vous avez ouvert un compte sur un réseau social audio comme Clubhouse? Fleur Toutain. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Oui, j'ai mon abonnement Spotify, mon abonnement famille, Ouais. qui est vital chez nous. Je suis sur Clubhouse, oui, depuis le début de l'année, depuis janvier. Donc oui, c'est des choses qui sont... Alors, par contre, abonnement pour des plateformes de podcast, non, je n'ai pas pour l'instant. D'accord. Prune, nous, on imagine bien que vous avez, Prune Nouvion, un abonnement Spotify. J'espère même qu'il vous est fourni par votre employeur. Mais... Exactement. J'ai mon abonnement à vie, ce qui est pas mal quand même. D'accord. Et sinon, c'est quoi votre consommation audio et c'est quoi vos abonnements dans l'audio? Moi j'écoute, alors peut-être parce que je travaille chez Spotify, mais j'écoute vraiment 99% Spotify. Effectivement, je me suis mis sur Clubhouse parce que j'ai reçu beaucoup d'invitations. Mais pour être honnête, c'est un peu ce que disait Mathieu. J'ai un peu l'impression que c'est un petit peu un buzz et j'ai du mal à m'y mettre. Voilà. D'accord. Jérôme Colombin, vous, est-ce que vous êtes abonné à ces plateformes de streaming audio et puis à ces salons de discussion? Et j'en profiterai directement, vous, parce que vous êtes notre spécialiste, pour poser une question. Parce que je vois une question qui se pose. Il y a Josh qui nous demandait qu'est-ce que Clubhouse? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Mais dites-nous d'abord ce qu'est votre consommation audio personnelle. Oui, moi je consomme beaucoup d'audio et je dois dire de moins en moins de la radio et de plus en plus du podcast et de la musique. Donc j'ai un abonnement Spotify depuis X années, je crois depuis que Spotify est arrivé en France. J'ai eu un abonnement Magellan que j'ai interrompu, que je reprendrai probablement, c'est ça qui est plutôt sympa. Et puis je suis sur Clubhouse aussi depuis... quasiment depuis que c'est arrivé en France, plus par curiosité, puis là c'est gratuit, donc c'est pas exactement la même démarche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que concrètement, de manière synthétique, c'est votre métier, peut-être vulgariser, ce que c'est que Clubhouse, Spotify, on le sait, mais qu'est-ce que Clubhouse, comment ça fonctionne? Alors Clubhouse, c'est ce qu'on appelle un réseau social audio. Effectivement, c'est un peu nouveau, donc ce n'est que de la voix. Ça a été créé en mars 2020 aux États-Unis. C'était disponible dans un cercle très restreint puisque c'est accessible. Ça va changer à la fin de la semaine, mais c'est accessible uniquement via une application sur iPhone et uniquement sur invitation. Donc c'est de la cooptation. À partir de vendredi, ils ont annoncé que une application Android serait disponible dans tous les pays.
Donc c'est une start-up à la californienne. Il y a déjà, eu plusieurs levées de fonds. Elle est valorisée à 4 milliards de dollars. Il revendique 10 millions d'utilisateurs depuis donc à peu près un an. Il vise les 2 milliards d'utilisateurs à échéance non précisée. Mais on constate quand même un possible ou un apparent ralentissement parce qu'il y a eu un boom sur les téléchargements en février et puis à partir de mars, avril, ça a beaucoup baissé. Donc certains n'hésitent pas à dire que ça y est, le hype de Clubhouse c'est terminé. Moi, je suis pas persuadé, mais effectivement, il y a une diminution des téléchargements et il y a un peu moins d'engouement. On voit, il y a moins de rooms, il y a moins de monde. Voilà, mais c'est tellement perfectible et c'en est tellement à ses balbutiements que je pense qu'il faut vraiment pas il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci Jérôme pour ces précisions. Avant de poursuivre l'échange, je voudrais faire une courte présentation quand même rappeler sur l'univers audio. D'abord, en utilisant l'étude, je ne sais pas si c'est moi qui la recèle, excusez-moi, étudier cette étude Global Audio de Médiamétrie qui a été communiquée il y a maintenant quelques semaines, pour rappeler d'abord que, dans un premier temps, l'audio dans son ensemble, le média radio en particulier, touche 41 millions d'auditeurs chaque jour, de 13 ans et plus, avec 37 millions sur le poste de radio traditionnel et 8 millions sur le support numérique. Et entre les deux, vous en avez 4 qui utilisent ces deux catégories de support, il ne faut pas le négliger. Ça veut dire que sur le volume global d'écoute, il y en a 15,4% qui se fait sur un support numérique et pratiquement donc 85% sur le poste de radio. C'est important à signaler parce que les supports numériques, c'est sur les supports numériques que se développent les nouveaux usages de l'audio, avec en particulier le téléphone. Rappelons que le téléphone, c'est 4 400 000 utilisateurs à peu près pour tout ce qui est audio. Devant l'ordinateur, 1,4 million et puis à peu près 900 000 pour la télévision et l'enceinte connectée. Si on s'intéresse aux usages, on peut voir sur cette slide que, notamment chez les internautes, toujours sur cette étude Global Audio, sur la base des internautes des 15 ans et plus de 85%, c'est pour écouter la radio en direct. Et vous voyez qu'après, il y a à peu près la moitié, un peu plus, un peu moins, qui sont sur de la consommation de musique. La musique personnelle, ce qu'on a téléchargé sur ces appareils, mais également, et là, c'est Spotify est bien placé, c'est le streaming musical audio. Et puis, l'utilisation aussi, ne l'oublions pas, de la musique en fond sonore à partir des vidéos, notamment sur YouTube. Et puis, loin derrière, quand même, arrive avec à peu près un utilisateur sur 4, la radio à la demande, tout ce qui est le replay ou les podcasts natifs des auditeurs. Et puis, le podcast natif en tant que tel, édité par des producteurs comme Magellan, on l'a vu, c'est à peu près 12%. Et loin derrière, on en faisait le constat tout à l'heure avec Mathieu Gallet, c'est 7,7% le livre audio. Donc on voit ces usages quand même qui sont assez intéressants. Et si on s'intéresse maintenant au temps consacré aux deux grandes catégories de contenu audio, c'est ce qu'on va voir sur la deuxième slide, avec d'un côté la musique et de l'autre côté donc, les contenus éditoriaux, on voit là encore que c'est la suprématie du média radio, ça reste la suprématie du média radio, avec quand même dans la musique à signaler la montée en puissance des plateformes de streaming, qui représentent déjà maintenant les 2/3 de ce qui se passe en radio. Sur les contenus parlés, les contenus éditoriaux, en revanche, c'est quand même la radio qui reste dominante. Et par ailleurs, on peut se rendre compte sur une troisième slide que dans ces usages du streaming audio, on va voir quand même qu'il y a 1/3 des internautes qui écoutent des podcasts chaque mois, 1/3 des internautes, avec un profil assez particulier puisque ça touche quand même principalement les jeunes. On voit que ce sont les jeunes qui sont principalement sur 1 sur 4 à peu près chez les moins de 25 ans. Et puis, par ailleurs, on va voir également que l'avantage de ces podcasts, c'est de favoriser la viralité. C'est la viralité, le partage qui reste quand même quelque chose de très important. Enfin, signaler quand même que, et ça c'est dans la 4e slide, on va voir qu'il y a eu une consommation de podcasts qui reste très soutenue, notamment au moment de l'automne dernier, c'est-à-dire en période de confinement. Le confinement a profité également à cette période, à cette consommation de podcasts.
Fleur Toutain, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce panorama un peu que j'ai dressé, un peu rapide. Vous, en tant que responsable audio d'Avas, est-ce que vous êtes surprise par ces résultats? Et est-ce qu'on peut de voir quand même que la radio en direct reste dominante, même si, comme on le disait tout à l'heure avec Mathieu Gallet, c'est quand même, on connaît une érosion. Oui, mais justement, je vous ai préparé une petite slide qui fait écho à cette première présentation. Là, en fait, j'ai ressorti les mêmes choses sur la Global Audio de Médiamétrie, mais en focusant sur les 25-49 ans, qui est la cible commerciale, on va dire, hein, sur l'audio et sur la radio. Et effectivement, on constate exactement la même chose que sur les 15 ans et plus, mais avec encore des points d'accentuation par rapport à certains leviers. Alors là, j'ai mis que les leviers pubables. Donc j'ai sorti tout ce qui était musique personnelle et livres audio. Oui, on voit effectivement que sur le total radio, on a un effritement, mais il ne faut quand même pas oublier non plus qu'on est sur une année assez atypique en 2021. Hein, elle s'appelle 2021, mais en fait, elle a été faite en 2020. Donc, du coup, on est quand même sur une consommation de la radio très atypique. Et effectivement, on voit une baisse de 2% sur la radio FM. Alors que, en revanche, ce qu'on appelle le direct stream, c'est-à-dire l'écoute en streaming de la radio, progresse énormément cette année à plus 11%. Ensuite, quand on regarde les autres leviers de l'audio que nous, on adresse en publicité, le grand gagnant, c'est le streaming musical, hein, avec plus 31% versus 2020 et un plus 40% sur la partie gratuite, qui est la partie pubable pour nos annonceurs. Un autre point important, c'est la musique en fond sonore vidéo, à laquelle on ne pense pas forcément toujours. C'est un levier qu'on avait un peu laissé de côté en se disant les plateformes vidéo, on y met de la vidéo et on n'y met pas de l'audio. Nous, on a fait le choix chez Avas de traiter ces plateformes-là avec des formats audio, donc un petit peu comme on le fait sur Spotify, avec une bannière fixe et un format audio dans un contexte musical, dans toutes les playlists qui sont écoutées sur ces plateformes vidéo. On est vraiment sur du contenu musical avec un contenu audio. C'est très différent. Et alors, on ne voit plus la présentation, mais je vais continuer quand même. Sur les podcasts, ce qui est intéressant aussi à voir, et là aussi, je voudrais bien remettre l'église au milieu du village, c'est qu'on parle beaucoup des podcasts natifs, mais quand on regarde les taux de pénétration des podcasts, ce qui est vraiment le plus puissant, c'est les podcasts de replay radio, puisque aujourd'hui, quand on regarde les rankings qui nous sont donnés par la CPM ou par Médiamétrie, le podcast le plus puissant de France, ça reste soit les grosses têtes, soit l'after-foot en fonction des mois. Ça peut évoluer, mais on est autour de 8 millions d'écoutes tous les mois sur ces podcasts-là. Là où le podcast natif, qui est plutôt étudié par la SCPM, le plus puissant tourne autour de 1 million d'écoutes par mois. Donc vraiment, il y a un écart fort entre les deux, mais une progression très très forte qui, je pense, aussi peut être attribuée au confinement des podcasts natifs cette année, puisqu'on est à plus 48% sur les podcasts natifs. Et enfin, sur les web radios, on a aussi une augmentation à plus 27%. Voilà, donc on voit que les usages sont en train d'évoluer rapidement, que ça va très très vite et que c'est le sens de l'histoire. Merci Fleur pour toutes ces précisions et ces données chiffrées. Prune, quand on voit donc quand même que la musique est au cœur de ces usages audio, et notamment sur les plateformes de streaming, donc sur Spotify, on voit qu'on pose la question, les gens globalement sont plutôt abonnés à cette offre. On le retrouve aussi sur Deezer, YouTube, Amazon, des plateformes qui sont quand même venues changer le rapport à la musique pour vous. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce qu'on est passé justement de cette logique de contenu audio qu'on subissait, entre guillemets, sur lequel on n'avait pas la maîtrise, à tout d'un coup, on devient son propre programmateur? Oui, alors c'est ça. Juste moi aussi, je voudrais donner quelques chiffres qui sont assez
bluffant en termes de boom. Vraiment, on parle de la révolution, mais c'est vrai que nous, chez Spotify, on a vu en un an la consommation des podcasts qui ont quasiment doublé. Donc, juste pour vous donner un chiffre, sur Spotify, on retrouve pratiquement 2,6 millions de podcasts. Donc, c'est quand même assez massif. Mais après, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'en termes de musique, juste pour vous donner aussi un ordre d'idée, il y a 4,5 milliards de playlists qui sont créées par nos utilisateurs. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, on parle vraiment massif. Et puis, effectivement, la consommation. Alors, je pense que aussi, on a bénéficié forcément de ce qui s'est passé en 2020, mais on a eu une très forte augmentation en termes de croissance de nos utilisateurs sur Spotify en un an. Voilà, donc ça, c'était pour... Alors, si je peux rajouter quelque chose, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, les frontières entre ce qu'on peut appeler les musicales et les stations musicales, pardon, et les plateformes de musique sont en train de se flouter. En fait, les frontières qu'il y avait jusque-là, qui étaient très, très claires, sont en train d'évoluer. On voit bien que sur Énergie et sur Fun, finalement, la musique n'est plus la majorité de la programmation. Dans une journée, il peut y avoir 50-50 ou même plus que 50-50 d'animation, de divertissement. Et donc, du coup, on voit qu'ils essayent de chercher quelque chose d'autre que juste de la musique parce qu'aujourd'hui, il y a les plateformes musicales pour ça. Et en parallèle, on voit aussi que, alors je parle encore de Spotify, mais on voit en parallèle que Spotify lance un format que moi je trouve vraiment hyper bien fait, qui est Mon Daily, qui mixe de l'actualité chaude de l'AFP, un mix de musique personnalisée, du froid avec un petit focus brut tous les jours, puis de la musique, et enfin l'heure du monde, qui est un format beaucoup plus long. Et en fait, voilà, on voit que les lignes sont en train de se flouter, puisqu'on a finalement une matinale disponible dans Spotify, et les matinales musicales sont en train de se transformer aussi très rapidement. Donc, je trouve que c'est très intéressant l'évolution qu'on peut constater de ce côté-là. Intéressant en effet, c'est justement ce sur quoi je voulais amener Prune Nouvion, c'est savoir, on assiste quand même, on voit que Spotify, en effet, qui était une plateforme de streaming de musique au départ, aujourd'hui a élargi complètement son spectre, son champ d'intervention, avec ses contenus audio, des contenus parlés, des contenus plus riches peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, comment vous expliquez ce changement de stratégie dans le groupe ? Oui, alors, c'est notre CEO Daniel Ek qui a vraiment qui a une très forte vision en se disant voilà, Spotify finalement ce n'est pas que de la musique, c'est évidemment aussi donc des podcasts. Donc vraiment on a beaucoup. Nous aujourd'hui on a une équipe en France qui est dédiée au podcast. Donc on fait beaucoup. Voilà, on crée beaucoup de Spotify originaux. Donc effectivement Fleur parlait quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on a fait un partenariat avec Le Monde. Donc tous les jours vous retrouvez de l'actualité avec l'heure du monde, 20 minutes d'actualité. Donc ça c'est typiquement quelque chose qui est français. On est très fiers de ça. On a, je peux en parler parce que hier c'était un petit peu la journée des fiertés. On a lancé Coming Out saison 1 l'année dernière. Ça a tellement bien marché. Donc c'est des artistes qui vont parler en fait de leur coming out, et on a sorti de la saison 2 également cette année. Mathieu Gallet parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit, nous, sur Spotify, que tout ce qui est contenu pour les enfants fonctionne très bien. Donc, nous, on a un podcast que je vous recommande, qui marche très, très bien, qui s'appelle Mythes et légendes. Très intéressant. Et puis un petit peu aussi, juste pour vous donner une actu, nous on a un partenariat avec McFly et Carito qui font un podcast voilà, qui s'appelle La Table Ovale. Donc on essaie en fait d'avoir plein de contenus très variés pour intéresser en fait le public à retrouver des contenus intéressants pour eux. Si je peux compléter juste, pardon, oui, Fleur, pour donner un petit peu la voix à Deezer qui est pas là et dont on parle peu. J'ai eu une conversation avec eux très intéressante, et eux, ils ont monté un partenariat avec Bordas qui permet de réviser le bac
avec des formats audio qui sont très très bien faits. Et c'est encore un nouveau format, je trouve, qui vient en plus à se rajouter à tout ce dont on a parlé jusque-là. Voilà, réviser le bac sur 10 heures, moi j'aurais adoré à l'époque. C'est vrai. Et France Culture en fait très bien aussi. Prune, je voulais juste, est-ce que vous pourrez repréciser aux personnes qui assistent à ce webinaire, on les remercie, de ce que c'est que Mondaily, parce que tout le monde n'a pas suivi ce que c'était Mondaily. Oui, alors voilà, Jérôme l'a très très bien. C'est Mondaily, c'est en fait un programme quotidien de à peu près 2 heures. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est la première fois qu'on fait ça. On mêle à la fois un podcast d'actualité avec un flux musical adapté à vos goûts. Voilà, donc c'est en fonction, évidemment, comment fonctionne Spotify. C'est en fonction de vos goûts. Plus vous écoutez Spotify, plus derrière, notre algorithme va vous connaître encore mieux et va vous pousser du contenu personnalisé. Voilà. Merci pour ces précisions. Jérôme Colombin, est-ce que Oui. on a là entendu une plateforme importante, Spotify. Est-ce qu'on observe aujourd'hui dans le paysage de l'audio, comme ça, vous qui suivez tous ces grands groupes, toutes ces nouvelles technologies, à justement une prise de plus en plus, une prise de position, des prises de position de plus en plus fortes de ces gros acteurs? Tout à l'heure, on parlait d'Amazon, il y a une offre audio chez Amazon, il y a Google, YouTube qui est aussi très présent. Comment vous analysez ça? Ah oui, il y a très clairement une bataille en ce moment. Alors, l'attitude de Spotify est très intéressante parce qu'ils sont devenus très offensifs. On sait en effet que c'est une stratégie qui a été décrétée il y a déjà quelques années parce qu'ils se sont rendus compte finalement que la musique c'était bien, ça occupait le temps d'attention, mais je crois que c'est en Allemagne notamment, pas tellement en France, on en parlait tout à l'heure, mais le livre audio fonctionne bien et ils se sont dit que finalement ce qu'il fallait c'était pas être un diffuseur de musique, mais c'était être un diffuseur de contenu audio. Donc musique, livre audio et tout naturellement les podcasts. Et c'est vrai qu'il y a une très grosse offensive de Spotify sur les podcasts. L'objectif, on le comprend, c'est de ravir la première place à Apple, qui est l'inventeur du podcast, qui est dominant pour l'instant encore. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Ce qui est très bien, c'est que cette concurrence secoue le cocotier et elle fait notamment réagir Apple, parce que Apple, qui a inventé le podcast, avait complètement laissé en friche, malgré tout, et malheureusement, ce secteur. Enfin, c'était terrible. Ils s'occupaient pas du tout, plus du tout des podcasts, des podcasteurs. Et là, comme par hasard, depuis que Spotify se montre offensif, tiens, Apple se remet à innover, à proposer des analytics pour les podcasteurs, à proposer des systèmes de monétisation. On va pouvoir faire payer. Les podcasteurs vont pouvoir faire payer leur contenu. Donc voilà, on sent que ça bouge énormément, c'est super intéressant. Après, moi j'ai un petit peu le sentiment, et quand je vois sur tous les chiffres que vous donniez, Didier, c'est qu'on en est quand même qu'à la préhistoire de tout ça. Il y a un constat à faire, le podcast c'est très bien, nous on baigne là-dedans, on est dans les médias, etc. Donc ça nous fascine, mais ce n'est pas mainstream le podcast. Le podcast c'est encore un truc de niche. Il suffit de regarder autour de soi qui écoute des podcasts. Enfin, je vous mets au défi de trouver. Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens dans votre entourage qui écoutent des podcasts que de gens qui continuent à écouter la radio, à regarder la télé. Donc je pense qu'on va suivre un petit peu le même mouvement qu'on a vu pour la télévision, parce que la radio finalement est toujours en retard, où la télé de flux est délaissée par certains, mais pas par tous, parce que TF1 existe toujours, hein, est délaissée par beaucoup en termes d'usage au profit des plateformes de SVOD. Et je pense que sur l'audio, on suit à peu près le même chemin, c'est-à-dire que vous avez des populations qui vont aller vers de plus en plus de audio délinéarisé à travers les podcasts, mais il restera certainement un public pour la radio, et puis on sait comment ça se passe. D'abord, c'est linéarisé, c'est la radio, c'est la prison, hein, c'est les émissions, les rendez-vous à heure fixe, et puis on délinéarise et on fabrique de l'audio à la demande, et puis des contenus originaux, et puis très certainement un jour on va relinéariser, et c'est d'ailleurs ce qu'a commencé à faire Spotify. Et moi je vois très bien demain, enfin pas tout de suite, mais une chaîne qui va réintégrer et réagréger des podcasts qui au départ étaient totalement linéarisés, et tout ça en fait peut vivre tout à fait en bonne intelligence, me semble-t-il. Fleur Toutain, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qu'on observe, Jérôme Colombin a rappelé quand même en effet qu'on est peut-être un peu caricaturalement en disant que c'était encore de la niche, mais
on remarque quand même que ce n'est pas encore un usage grand public, le podcast. Néanmoins, il y a un chiffre que je donnais tout à l'heure, c'est que sur les moins de 25 ans, 1 sur 4 consomme régulièrement du podcast. Est-ce que ce n'est pas ce phénomène traditionnel qu'on connaît dans l'univers des médias avec les, passez-moi cet anglicisme, les early adopters, plutôt des jeunes qui vont se mettre à ces nouveaux usages et qui progressivement, ces usages vont se répandre dans l'ensemble de la population? Je pense qu'on en est là sur le podcast. Je pense qu'on ne peut plus parler de niche parce que 35% de pénétration, en tout cas sur les 25-49 ans, ça commence à devenir quand même très important. On n'en est plus. Alors après, c'est vrai que le mot podcast, parfois, moi je constate qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un mot sur ce qu'ils écoutent, mais la délinéarisation, ça, ils connaissent. Savoir écouter un replay, ils connaissent. Et puis, trouver même des podcasts natifs, ils savent le trouver parce que maintenant, il suffit d'aller taper dans Google n'importe quelle thématique et vous avez les podcasts qui apparaissent. Donc, je pense que les gens ne savent pas forcément qu'ils écoutent du podcast, mais on n'en est plus à de la niche. Enfin, pour moi, voilà, on a un taux de pénétration qui est quand même important maintenant. Qui a gagné presque 10 points en un an. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de familles qui, pendant le confinement, ont découvert ce format-là et du coup, vont garder ces habitudes. C'est le sens de l'histoire, encore une fois. Il y a un sujet intéressant aussi, j'en parlais tout à l'heure avec Mathieu Gallet, je vous posais un peu cette question aussi. Est-ce qu'il y a des territoires aujourd'hui peut-être pas très explorés, trop explorés par les médias traditionnels, qui deviennent justement pour le podcast, pour ces nouveaux usages audio, des terrains de prédilection? Prune Nouvion, alors vous nous parliez sur Spotify de coming out, de podcasts qui sont aujourd'hui, qui donnent la parole, peut-être parce que ce sont des communautés et qu'on est peut-être sur je disais aussi, sur de l'audio qui est très viral, qui peut être aussi très communautaire. Est-ce que pour vous, il y a des terrains de prédilection assez spécifiques? Oui, alors moi je pense que le terrain de l'actu, donc avec l'heure du monde, on voit que nous, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien sur Spotify. Donc oui, c'est l'actu chaude, entre guillemets. Ce que je vous disais tout à l'heure, et Fleur en a parlé, mais de plus en plus pour les enfants, et vraiment le podcast Mythes et légendes que je vous recommande, qui est très intéressant. Et puis enfin, nous, c'est vrai qu'on essaie aussi d'attirer les jeunes sur les podcasts. Donc, voilà, d'avoir ce duo de McFly et Carlito qui viennent aussi sur le podcast, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a racheté en fait très récemment une entreprise qui s'appelle Betty Labs, qu'on a renommée Spotify Green Room, qui est en fait une appli audio live. Voilà, donc ce qui va être intéressant. Donc, on va vraiment proposer tout un programme, une gamme de programmes aussi bien sportifs, culturels ou musical. Et puis, l'idée, ça va être que les créateurs, les artistes puissent entrer en contact avec leur public. Voilà. Alors, c'est bien parce que vous me faites justement les transitions pour la suite. Vous parlez de ces discussions, de ces réseaux sociaux audio. Jérôme, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure. On voit, je le disais, que Clubhouse a initié quelque chose, ouvert une brèche sur lequel maintenant les gros opérateurs essaient d'investir. Comment vous analysez ça? Comment vous voyez ce phénomène qui est en train de se construire autour justement de ces lieux d'échange? Oui, puisque ça a même un nom maintenant, on appelle ça l'audio social. Donc, comme son nom l'indique, hein, mélange d'audio et de réseau social. Et c'est incroyable, effectivement, comme tout le monde s'est précipité là-dedans, dans la continuité. Enfin, on sait pas trop, comme tous ces trucs viennent souvent de Californie, en fait. C'est souvent des gens qui déjeunent entre eux, et puis on a l'impression qu'ils se copient, mais en fait, ils ont tous les mêmes idées au même moment. Et donc, il y a Clubhouse, il y a Spotify qui, vous venez de le dire, qui va lancer le sien. Twitter qui a lancé Spaces, qui fait la même chose, qui permet de dialoguer. Facebook, Reddit, Discord, etc. Enfin, tout le monde y va. Juste, j'en profite d'ailleurs pour répondre aussi un petit peu à une question que j'ai vu passer, parce que si vous n'êtes jamais allé sur Clubhouse, vous ne savez pas forcément comment ça se passe. Donc, pour camper le décor, très brièvement, en fait, c'est un système, ce qu'on appelle ils appellent ça des rooms, donc des salles. Et en fait, vous voulez créer une discussion, par exemple, sur Spotify, vous vous posez en tant qu'organisateur, vous dites, bah voilà, tel jour à telle heure, je vais parler de ça, on va parler de,
je sais pas, la pêche dans le Périgord. Enfin, je crois qu'on ne pêche pas beaucoup dans le Périgord. Mais venez, ceux qui veulent peuvent venir. Et puis, je suis donc le modérateur. Je peux donner le rôle de modérateur aussi à d'autres personnes. Et à ce moment-là, tout le monde peut se connecter. Et il y a un système qui est assez bien fait à plusieurs étages pour prendre la parole. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui sont sur scène, qui peuvent donner la parole qui peuvent faire monter sur scène d'autres personnes. Et à ce moment-là, les personnes qui sont présentes sur cette scène virtuelle peuvent ouvrir leur micro. Sinon, elles ne peuvent pas ouvrir leur micro, ce qui évite une cacophonie, ce qui permet une vraie modération s'il y a des perturbations, s'il y a des trolls, s'il y a des choses pas normales qui se passent, on peut évacuer les gens, on peut les sortir, etc., etc. Donc c'est plutôt bien pensé. Maintenant, on sent bien que on est au début, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Mathieu Gallet tout à l'heure parlait de la CB, je suis tout à fait d'accord. Ça ressemble tout à fait à la CB des années 80. C'est-à-dire que bon, il y a un côté. Pour l'instant, on est encore dans la phase de fascination où on est plus émerveillé par l'outil sans trop savoir ce qu'on va en faire. Mais ça va quand même très vite. La structuration va très vite. Aux États-Unis, évidemment, Clubhouse essaye de faire émerger des stars, hein, comme le fait Spotify de son côté, comme le fait Apple aussi. Et ils ont décidé de rémunérer des modérateurs, donc ils ont débloqué un budget et ils vont donner $5 000 par mois à 50 modérateurs pour animer des rooms, pour voilà, essayer de créer de l'animation. Il y a eu quelques stars aussi qui ont pointé le bout de leur nez sur Spotify, surtout au début, Elon Musk, Oprah Winfrey, etc. Bon voilà, après qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense c'est un boulevard, c'est une friche pour l'instant, il y a plein de choses à faire dans plein de domaines, il y a des choses très mainstream comme ça qui peuvent avoir lieu, et il y a aussi de la place pour les entreprises en termes d'influence. Il y a une marque française qui s'appelle Feed, vous savez, c'est cette nourriture liquide là en poudre, qui a investi Clubhouse de manière assez intelligente. Ils parlent pas vraiment de leurs produits, ils se posent simplement en organisateur de conférences. Donc tous les jours, ils ont des programmes et ils ont des programmes de conférences, de rooms, de discussions, etc. Il y a un aspect très conférence, très didactique, très top-down, et puis il y a un aspect aussi dans certaines rooms plutôt anglo-saxonnes, très très réseau social en réalité, où tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Après, il faudra voir sur la durée, encore une fois, la concurrence des nouveaux qui arrivent, la conjoncture. C'est vrai que Clubhouse et l'audio social d'une manière générale, et comme vous le disiez pour Spotify, c'est vraiment le média du confinement. Pendant le confinement, c'était parfait. Parce que c'est très chronophage, Clubhouse. Quand vous suivez une room pendant 2 heures le soir, ça veut dire que c'est parce que aussi vous ne pouvez pas être dehors avec vos amis au restaurant ou au cinéma. Il faut prendre le temps de faire ça. Donc, est-ce que quelque part Clubhouse survivra au déconfinement? Ça, je ne sais pas. Ça a remplacé les apéros Zoom, c'est ça dont on avait entendu parler en mars 2020. Tout à fait. Fleur Poutin, chez Havas Media, comment vous analysez ce phénomène de l'audio social ou du social audio, je ne sais pas dans quel ordre il faut le mettre, dont parle Jérôme. Première question, et puis une autre question qui va avec naturellement. Il nous a parlé de l'expérience feed. Quelle place pour les marques dans cet univers, ce qui nous permettra un peu d'aborder justement aussi d'une manière globale dans l'audio où peuvent aller les marques? Alors nous, on suit évidemment toutes ces nouveautés. D'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote, c'est que on parle de l'audio, mais sur ces plateformes, sur Clubhouse, il y a aussi des silent rooms. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais voilà, on se met sur une room qui est silencieuse, personne ne parle, on est 400, 500 à être tous là en train de... Je pense que ça, c'est typiquement une réaction du confinement et où on se retrouve un peu seul chez nous. C'est du réseautage, c'est pour aller voir qui est qui et prendre les cartes de visite en fait. Oui, et puis aussi pour travailler ensemble sans parler. Et voilà. Et quand j'en ai parlé à mes filles qui sont assez grandes, elles m'ont dit mais maman, ça existe depuis hyper longtemps sur Discord. Nous, les BU qu'on ne peut plus faire à la fac, on les fait sur Discord, donc on se met en silence room aussi. Voilà, donc c'était un peu l'anecdote de l'audio silencieux. Ça existe. Oui, donc tout ça pour vous dire que oui, nous, on suit ça de près. Pour l'instant,
c'est pas pubable tel que moi dans mon équipe on pourrait le faire, donc on le suit de loin. Après, pour l'instant, les marques, moi j'en ai pas encore vu, je savais pas que Feed y était allé, mais effectivement ça peut être comme les marques se sont appropriées le format podcast, ça peut être tout à fait un territoire d'expression très intéressant à investiguer. Hein. Nous, pour l'instant, on n'en a pas encore eu d'annonceurs qui vont sur ce type de plateforme. Alors, la place des marques reste quand même quelque chose d'important. On a vu tout à l'heure, on a parlé avec Mathieu Gallet des modèles économiques entre le payant, le freemium. C'est exactement votre problématique aussi, Prune, chez Spotify. Vous avez des abonnés qui sont prêts à payer un service. On a vu qu'il y en a un certain nombre dans cette table ronde. Et puis, il y a ceux qui, soit parce que trop d'abonnements, soit parce que c'est un choix aussi, sont prêts à s'exposer à la publicité, aux marques pour pouvoir bénéficier de ce service. Comment aujourd'hui, quelle est la place réelle des marques? D'abord, chez vous, globalement, comment ça se répartit entre les abonnés payants et ceux qui acceptent la publicité? Et aujourd'hui, quelle est la place des marques dans cet univers? Alors déjà, oui, effectivement, pour vous répondre, c'est exactement ça. Donc, on a 358 millions d'utilisateurs dans le monde. Sur ces 356 millions, on en a 158 millions qui sont abonnés, donc qui ont un abonnement qui paye comme Jérôme et Fleur tous les mois et qui n'ont pas de publicité. Voilà. Et on a 208 millions d'utilisateurs qui, eux, pour le coup, utilisent Spotify et acceptent le fait d'avoir de la publicité. Donc, effectivement, quand vous écoutez Spotify, vous pouvez avoir soit un spot audio, soit un spot vidéo, voilà, qui va vous permettre en fait d'accéder à notre bibliothèque de contenu à la fois musical et de podcast. Sur la partie en fait monétisation publicitaire, je pense que c'était ça aussi votre question, Didier, sur la partie podcast. Donc nous, en fait, sur Spotify, il y a ces fameux 2 modèles qu'on est en train de tester. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on va tester de plus en plus la possibilité de donner aux créateurs la possibilité de monétiser leur podcast avec du pré-roll. Donc nous, ça va être possible de pouvoir le faire à partir de début 2022 en France. Et puis, ils sont aussi en train de tester aux États-Unis un format d'abonnement payant pour certains podcasts. Voilà. Donc, c'est un petit peu les deux choses. Après, ce qui est intéressant aussi, juste pour vous noter, nous, c'est la première fois en France où on peut donner la possibilité à un annonceur de monétiser donc l'heure du monde. Comme vous savez, hein, c'est notre podcast original qui fonctionne très très bien et avec ce partenariat avec Le Monde où vous avez 20 minutes d'actualité tous les matins et donc on a la possibilité de le faire sponsoriser par un annonceur et c'est la première fois qu'on peut le faire. Fleur, je crois que vous êtes posé la question naturellement chez Havas Media parce que vous travaillez pour les marques de la présence justement de ces marques dans les podcasts. Est-ce qu'il y a des places privilégiées? Est-ce qu'il y a des manières privilégiées? Je crois que vous aviez pour ce webinaire proposé une ou deux slides sur le sujet, donc je ne sais pas si on peut les voir figurer. Pour vous, est-ce qu'il y a déjà, quels sont les types de présence qu'on peut observer dans les podcasts? Alors, il y a plusieurs formats. Alors, c'est la slide juste avant. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs façons d'adresser la publicité dans les podcasts. Il y a tout bêtement le spot audio qui sera personnalisé ou non. Dans la grande majorité des cas, c'est non, malheureusement. Nous, ce n'est pas ce qu'on recommande, mais c'est ce qui est le plus simple. Donc, en gros, on reprend le spot radio et qu'on intègre dans le podcast. C'est pas vers ça que nous, on a envie d'aller, mais voilà, on y va pas à pas et on accompagne les annonceurs petit à petit vers d'autres formats. Les autres formats qui sont quand même beaucoup plus intégrés, qui sont le sponsoring d'un podcast, comme on pourrait le faire avec Spotify par exemple sur l'heure du monde,
ou aussi ce qu'on appelle le host read, qui est une recommandation directe du podcasteur, en fait, qui est lu par le podcasteur et qui, là, pour le coup, est totalement intégré. C'est presque du brand content. C'est intégré au podcasteur. Donc là, ça, il faut le faire quand on a un ADN proche avec la thématique du podcasteur et que ce podcasteur est une référence sur cette thématique-là. On a tout intérêt à utiliser ce format-là. Et ensuite, le brand content, c'est la création d'un podcast de marque, hein, comme peuvent le faire beaucoup d'annonceurs chez nous, Orange, Crédit Agricole. Voilà, je cite que ces deux-là, mais il y en a quand même un certain nombre qui se lancent dans ces podcasts de marque et du coup qui doivent médiatiser ensuite ce podcast pour pouvoir le faire connaître auprès du grand public. Et une dernière solution que moi je trouve assez maligne, qui est finalement la création d'un hors-série qui est adossé à un podcast qui est déjà existant, qui a déjà un certain nombre d'abonnés, une communauté qui suit ce podcast et qui donc va être intégré dans un numéro supplémentaire de ce podcast en question. Nous, on l'a déjà fait avec l'empreinte, par exemple, sur le RSE. Et alors, j'ai une dernière slide sur l'acceptation finalement et l'efficacité de la publicité dans les podcasts. Alors ça, c'est une étude CSA qui avait été faite pour le Podcast Festival de l'année dernière, qui dit que finalement, la publicité dans les podcasts, elle reste très bien acceptée, puisqu'il y a même des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a de la pub. Donc, vous avez les chiffres à droite, hein, 25% pensent qu'il y a trop de pubs, mais sinon, la grande majorité pense qu'il y a juste ce qu'il faut comme quantité de publicité. Et alors, quand il y a de la publicité, ça fait changer le regard sur les marques, et notamment sur les critères d'innovation et de proximité de la marque. Donc, on estime à 86% que cette marque est plus innovante quand on l'entend dans un podcast et qu'elle la rend plus proche des consommateurs à hauteur de 85%. Voilà, donc c'est des indicateurs très positifs et qui nous font dire que pour l'instant, on n'est pas arrivé encore à saturation du tout de publicité. Et je pense bien que c'est aussi ce que viennent chercher les auditeurs quand ils viennent écouter les podcasts. Les questions qui reviennent beaucoup autour, merci Fleur pour ces précisions, des questions qui reviennent beaucoup autour de ça, c'est le coût. Est-ce qu'aujourd'hui, communiquer, et Prune d'ailleurs, vous pourrez aussi répondre, mais est-ce que communiquer à travers les podcasts, à travers des offres audio aujourd'hui, c'est quelque chose de bon marché? La radio traditionnelle, elle, a cette réputation d'être un média assez accessible, assez bon marché. Est-ce qu'on le retrouve sur ces nouveaux usages dans l'audio aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'il y a quand même des formats privilégiés, des choses qui sont beaucoup plus impactantes et émergentes? J'y vais. Fleur, allez-y, Fleur, et puis Prune, on te demandera après. Alors évidemment, plus le format est impactant et plus il est cher. Hein. Donc le host read dont je parlais tout à l'heure, donc qui est vraiment l'intégration la plus poussée, on va d'un rapport de 1 à presque 10. Donc effectivement, ça a un coût. C'est pour ça d'ailleurs que les annonceurs ne le font pas tous, hein, puisque ça coûte vraiment très très cher. Et après, pour revenir à la question par rapport à la radio, oui, c'est beaucoup plus cher que la radio. Et ça va de 1 à 10 aussi, hein, entre un CPM radio et un CPM podcast. Mais tout dépend de quel format on va utiliser dans le podcast. Prune, vous, de votre côté, qu'est-ce que... Moi, ce que je dirais juste, parce qu'il y a eu pas mal de questions que j'ai vues sur les podcasts de marque, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui font des podcasts de marque. Et en fait, moi, juste, je dirais un petit peu notre recommandation, ce qu'on dit chez Spotify, c'est que souvent, les annonceurs, ils vont avoir un budget. Et donc, l'idée, c'est de dire, vous allez prendre 20% de votre budget pour finalement la création de ce contenu de podcast. Mais après, il va falloir 80% de votre budget pour le monétiser, parce qu'il va falloir que ce podcast, il soit finalement écouté. Et ça, souvent, quand même, mine de rien, en fait, les annonceurs ne se posent pas cette question en amont. Et ça, il faut vraiment bien leur dire, oui, attention, c'est très bien de faire un podcast, mais
si il va être noyé parmi, comme je vous disais, nous on a 2,6 millions de podcasts. À un moment donné, il faut absolument penser à pouvoir générer du trafic sur ce podcast. Et générer du trafic, nous on le fait évidemment avec des spots audio et avec des bannières qui redirigent directement sur le podcast de marque. Voilà, donc ça c'était juste pour répondre aussi aux questions des invités. Tous les éditeurs radio traditionnels ont des produits de médiatisation de podcast. C'est évident, en fait. Il ne suffit pas de faire un podcast et de laisser... voilà, il faut trouver son public. Donc, les solutions de médiatisation, elles existent. Jérôme Colombin, par rapport justement, là on parle du business model derrière, est-ce que justement l'émergence aussi de ces plateformes audio et l'intérêt de plus en plus, l'intérêt croissant des gros acteurs du web aujourd'hui, est-ce que l'explication elle n'est pas là en fait? C'est tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui un vrai business model qui est en train d'émerger autour de l'audio et pour la part de ces géants comme Google, comme Facebook, comme tout ça, qui ont déjà envahi, on voit bien le marché publicitaire et ils sont devenus dominants. Est-ce que ce n'est pas aussi la perspective d'aller gagner sur ce terrain-là? Oui, bien sûr, très clairement, on voit bien, et notamment avec des plateformes qui. Mais il y a beaucoup d'acteurs, parce que là, on parle par exemple de Spotify, on parle de Apple qui vient d'offrir la possibilité de faire des podcasts payants et donc évidemment à la sauce Apple, c'est-à-dire que au passage ils prennent 30%. Alors ils offrent la plus belle vitrine qu'on puisse avoir, mais il y a également les frais qui sont les plus élevés du marché. Et puis vous avez également des plateformes qui sont pas diffuseurs, enfin qui sont hébergeurs de podcasts. C'est-à-dire c'est là où vous allez faire héberger votre contenu et ensuite il sera diffusé sur toutes les plateformes. Et ces acteurs-là, comme l'américain Encore ou comme Ocha, le français, eh bien eux aussi ils offrent la possibilité de monétiser, de faire, de pusher de la pub en pré-roll, en mid-roll, en post-roll, etc. comme on veut. Mais c'est de la pub à l'ancienne, on va dire. C'est la bonne grosse pub radio, c'est-à-dire qu'on s'occupe pas tellement du contenu, ni du contenu de la pub, ni du contenu du podcast. Et puis, on balance des spots parce que simplement, il y a de la surface. Mais ça, je pense, j'ai l'impression que c'est encore un peu... Enfin, il y a beaucoup d'envie de la part des plateformes parce qu'effectivement, c'est là où elles pourront, elles, tirer des bénéfices. Maintenant, c'est pas du tout encore le modèle dominant, ce truc-là, puisque le modèle dominant, c'est quand même, j'ai l'impression, et notamment pour les podcasts natifs, les podcasts indépendants, c'est beaucoup plus du sponsoring dont on parlait avec des annonces Ostrids, etc., qui se rapproche un peu de l'influence, des influenceurs sur YouTube, sur Insta, etc., avec peut-être un peu plus d'exigence. Moi, pour en avoir discuté avec pas mal de podcasteurs, j'ai des podcasteurs qui me disent oui, mais moi, il y a des pubs, je veux pas les faire. J'ai été sollicité par telle banque, par tel annonceur, ça m'intéresse pas, c'est pas mon ADN. Parce que je pense qu'il y a, pour l'instant en tout cas, un peu plus... Je ne vais pas employer des grands mots et parler d'éthique, etc., mais ils se sentent très, très, très impliqués, très responsables vis-à-vis de leur audience. Ils ne veulent pas décevoir leur audience. Donc, surtout, ne pas mettre le doigt dans des produits qui ne les concernent pas, qui ne vont pas intéresser leur audience et ils ne veulent pas commander, ils ne veulent pas être simplement des hommes sandwich. Donc, il y a une espèce d'exigence en termes de contenu. Ça, c'est pour les podcasts. Après, sur l'audio en direct, entre guillemets, style Clubhouse, je pense qu'il y a des choses à faire aussi pour les entreprises, pour le B2B. Il y a un truc tout bête, aujourd'hui c'est un outil de veille, de networking et de veille. Je lisais des témoignages sur des sites américains d'entrepreneurs qui ont, grâce à Clubhouse, conclu des affaires. Je voyais un entrepreneur, un spécialiste du marketing qui s'est contenté de répondre à une question sur un sujet
qu'il connaissait particulièrement bien. Et ça lui a amené en 8 jours un contrat de 15 000 $, parce que les gens à qui il a répondu ont été pleinement satisfaits de sa réponse. C'est de l'audio, il y a de la confiance, c'est très important, il y a de l'émotionnel, il y a de la confiance. Il a fait preuve à la fois de compétences et puis il a pu faire passer des choses à travers son intervention, et les gens sont ensuite revenus vers lui et il a pu passer ce deal. Et évidemment, il y a de l'influence aussi, c'est ce que on voit avec la marque Feed, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a de l'image de marque. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire en termes de conférences sponsorisées ou de conférences, mais conférences 2.0, enfin le terme est idiot, mais beaucoup plus interactive. Et là, je pense qu'il y a des choses de prestige, entre guillemets, à faire pour beaucoup de marques, la possibilité d'organiser des rooms ou des discussions sur des thèmes, de fédérer des gens, de faire passer du savoir, montrer sa connaissance, son expertise dans tel ou tel domaine. Je pense que là, il y a pas mal de choses à faire, me semble-t-il. Écoutez, je ne sais pas si ça vous rapportera à chacun 15 000 $, mais en tout cas, cet échange a été passionnant sur l'audio. On arrive malheureusement à la fin, on a déjà débordé même de quelques minutes. Ce n'est pas à Jérôme que j'apprendrai qu'en radio, il faut respecter le timing et les horaires. Nous, on s'est permis de déborder parce que c'est sans doute le charme aussi du numérique et du web et de ces formats audio d'ailleurs qui offrent une grande liberté. Merci à vous. Je sais qu'il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Malheureusement, on est dans un format quand même un peu contraint. Merci beaucoup. Merci Jérôme Colombin pour votre expertise. Merci. Merci Prune Nouvion pour tous ces éclairages sur Spotify et ces podcasts. Je vois qu'il y a eu beaucoup de demandes sur les titres. Vous avez donné envie, en tout cas, aux gens de venir les découvrir. Merci Fleur Toutain également pour votre expertise et ces contenus, ces chiffres très importants qui nous montrent aujourd'hui. Et puis merci énormément aussi à Mathieu Gallet qui a été très clair et très pertinent aussi sur toute cette analyse du paysage audio. Donc, je voulais vous remercier tous. Merci également à toutes les personnes qui ont participé sous la forme de questions, sous la forme de commentaires. On a essayé de les relayer de la meilleure manière possible. C'est malheureusement pas toujours très facile parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça veut dire en tout cas que vous êtes à l'écoute. Donc merci à chacun. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis sur les nouveaux formats, on continuera demain. Après avoir parlé de l'audio ce matin, eh bien demain nous parlerons de vidéo avec un invité pour ouvrir une interview, c'est Guillaume Lacroix, vous le connaissez peut-être, c'est le fondateur, le cofondateur et le président de la plateforme Brut. Là encore, une plateforme française innovante qui est en train de se faire une place très intéressante sur les plateformes SVOD. Vous avez vu notamment qu'ils sont passés au payant, notamment avec Brutix. Donc, on va parler un peu de tous ces nouveaux formats, ces nouvelles écritures, ces nouveaux usages autour de la vidéo. Et puis, nous aurons une table ronde également avec un représentant de TikTok. Vous savez que c'est aujourd'hui la marque dont on parle le plus dans la vidéo, avec un nombre de téléchargements hallucinant et une utilisation de plus en plus forte. Nous aurons un représentant également d'Agence Média, l'agence Initiative, et nous aurons également Alexandre Desperriers, qui est le représentant de toute Verizon Media, toute l'offre média de Yahoo, où vous avez vu qu'ils se sont mis récemment énormément à la vidéo. Vous pourrez retrouver naturellement tout ce contenu du webinaire aujourd'hui en replay, en allant naturellement sur le site de Stratégie. Merci à vous, merci à tous, merci à nos participants, merci à ceux qui l'ont suivi. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.